Amigo, nouvelle séance du tribunal des footix. Aujourd'hui, tu connais le concept, mais pour les nouveaux, je vais le rappeler. Vous avez été nombreux à me proposer vos avis les plus tranchés sur le football. Et aujourd'hui, je vais les analyser, on va en débattre et on va décider qui sont les vrais puristes et qui sont les footix. Avant de commencer, peut-on parler du maillot du jour ? S'il vous plaît. Oui, je suis en pleine crise de la trentaine, du coup je profite que Vintage Football Area me sponsorise pour récupérer tous les maillots que j'ai pas pu avoir quand j'étais gosse. Ah, pour ça, VFA c'est le top, hein. Il y a tout, toutes les époques, tous les clubs, tous les championnats, vraiment c'est incroyable. Et si t'es joueur, tu peux tenter la box mystère. Pour 40 €, tu reçois un maillot au hasard. Bon, ils sont sympas, tu peux préciser ta taille et s'il y a des clubs à absolument éviter. Box promo qui ne va pas tarder à augmenter, elle va passer à 45 € le 20 novembre, donc ne tarde pas à tester ça, amigo. Je t'ai mis le lien dans la description et bien sûr toujours le code promo, moins 10% avec le code amigo. Allez, on attaque de suite avec la première unpopular opinion, celle de Predator AJ3OQ. Bizarre quand même. Pour moi, Lautaro Martinez est sous-coté. Il a été appliqué dans le parcours de l'Inter jusqu'en finale de Ligue des Champions et cette saison, il est l'un des meilleurs buteurs avec 12 réalisations. Pour moi, il mérite aussi un top 5 Ballon d'Or. Alors, sans dire que l'avis est footix, même si je soupçonne notre ami Predator d'être supporter de l'Inter, je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'il a fait une belle saison et qu'il mérite d'être reconnu pour ça, mais de là à dire top 5 Ballon d'Or, j'ai quand même du mal. Parce que si on s'attarde un petit peu plus sur sa saison, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il a été extrêmement performant en Serie A, ça je pense qu'il n'y a rien à dire. Dommage par contre, il n'y a pas le titre de champion au bout. Sa Coupe du Monde, elle est plutôt ratée. Il commence titulaire et au final, il perd sa place au fur et à mesure. Je crois même qu'en demi-finale, il ne joue même pas. Donc oui, il est champion du monde, mais c'est difficile de faire valoir ça dans son positionnement dans le classement du Ballon d'Or. Et pour ce qui est de sa campagne de Ligue des Champions, il a été bon. Je vais même reprendre ton terme, il a été appliqué. Mais ça, c'est ce qu'on dit d'un bon élève, de celui qui a bien travaillé et qui a fait de son mieux, pas de celui qui a tout explosé sur son passage. Parce qu'au final, Lautaro Martinez, sur l'ensemble de sa campagne européenne, c'est seulement 3 buts. Alors certes, il n'y a pas que les buts qui comptent, on est d'accord, et c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il a été bon, qu'il a été sérieux, qu'il a été appliqué et qu'il a eu de l'importance. C'est vrai que devant, son association avec Lukaku par exemple, il a été très très impactant, mais il n'y a pas ces performances qui font que waouh, Lautaro Martinez, il faut qu'on le récompense cette saison. Il faut qu'on le mette très haut. Il faut qu'on le mette devant tel joueur de Manchester City. Alors je dis pas qu'un top 5 serait totalement volé, mais si on le met top 5, je le mets 5e. Moi je le vois plutôt dans les 8-10 premiers. Pas beaucoup plus. Mais après, je peux comprendre, hein, si on est fan de Lautaro Martinez, qu'on soit un petit peu frustré, parce que je pense que Martinez, la hype est un peu terminée. On s'est habitué à son niveau de performance, et il n'a pas franchi le dernier palier. Au final, ça reste vraiment une star de Serie A, mais voilà, dans les très très grands moments, on attend toujours un petit peu plus de sa part pour relancer un petit peu la hype, et le revoir vraiment comme l'un des tout meilleurs attaquants d'Europe. Ce qu'il est, techniquement, on est d'accord. Unpopular opinion de Logan GATR. Ederson est le meilleur gardien du monde, et ce depuis déjà plusieurs années. Alors c'est ça ton combat? C'est toujours ça votre problème dans ces séquences Unpopular Opinion. Vous êtes toujours dans l'abus, vous êtes toujours dans « Mon joueur préféré, c'est le meilleur de tous ». Et mon avis est impopulaire. Non, c'est pas que l'avis est impopulaire. C'est qu'il est faux, il est faux. On ne peut pas dire que Ederson, c'est un très grand gardien. Attention, je ne dis pas qu'il est nul. C'est un excellent gardien. C'est l'un des meilleurs gardiens, mais on ne peut pas dire que c'est le meilleur. Alors oui, il a du talent, il a un style, balle au pied, il est impressionnant, il est super précieux dans le jeu de possession de Pep Guardiola. On le sait, c'est vraiment le premier relanceur de cette équipe. Et si Guardiola lui pardonne certaines errances, s'il lui pardonne un certain manque de fiabilité par moment, même si sur la dernière saison je trouve que ça allait mieux, ça c'est vrai, on va le souligner, mais c'est parce que il a vraiment ce très gros point fort qui est quand même assez rare. Mais ça n'empêche pas que c'est un gardien qui a quand même quelques manques sur le job initial de gardien, qui est celui de garder ses buts. Oh merde! Oh c'est con ça! Sur les dernières saisons, s'il y a bien un gardien qui se détache du lot, où on peut dire vraiment c'est le meilleur du monde, pour moi, c'est Courtois. C'est lui qui a eu la plus grande importance dans les dernières grandes conquêtes en Ligue des Champions. Sa Ligue des Champions 2022 est absolument exceptionnelle. Sa prestation au final, elle est incroyable. Ça, Ederson, certes, il fait un très très bel arrêt réflexe contre l'Inter. C'est vrai, il fait une belle prestation en finale. Ça, j'avoue. Mais toi, c'est vraiment sur toute la campagne européenne, il a été vraiment énorme. Ah, un peu de Ligue 1. Avis de Baptiste 2T.
Si Lens avait joué la C1 l'année dernière, ils auraient pu faire très mal. Déjà cette saison, on voit leur potentiel avec une équipe théoriquement plus faible. C'est pas théoriquement, hein, c'est dans la pratique. Non, clairement, elle est plus faible que celle de la saison passée. Je pense qu'ils n'auraient rien eu à envier à des équipes comme le Bayern, l'AC Milan ou l'Inter qui ont tous fait de gros parcours sur la scène européenne l'année dernière. Bon. Je veux pas te vexer, amigo. Je pense que t'es supporter de Lens, certainement que t'es un petit peu déçu de ce début de saison, et que ce que tu vois en Ligue des Champions te remet un petit peu de baume au cœur et te dit « Ah, si seulement on avait pu jouer la Ligue des Champions la saison dernière ». Là, jouer notamment quand il y avait encore Loïs Openda et surtout, Seko Fofana. Je pense que vraiment, le manque de Seko Fofana fait énormément de mal. Autant Eli Wahi, même si en Ligue 1 c'est pas encore tout à fait ça, mais en Ligue des Champions il remplace plutôt bien Openda, ça va. Autant je trouve que personne n'a remplacé Seko Fofana. Nampalys Mendy c'est pas mal, mais il n'aura jamais la qualité technique, il n'aura jamais le volume de jeu, il n'aura jamais la capacité de projection, la qualité de frappe. Pour moi Seko Fofana c'est vraiment 3 classes au-dessus de Nampalys Mendy que j'aime beaucoup, hein. J'ai beaucoup aimé son passage à Nice en plus, hein. Je veux pas être méchant avec lui, je trouve qu'il fait pas de mauvais matchs, mais Seko Fofana clairement ça fait une énorme différence. Celui qui était censé le remplacer techniquement c'était Andy Diouf, c'est lui qui a vraiment le profil tout terrain comme Seko Fofana, mais pour l'instant il n'y arrive pas encore, ça reste encore un jeune qui doit apprendre pas mal de choses. Donc oui, je peux comprendre que t'aies des regrets, amigo, et c'est sûr que l'équipe de l'année dernière aurait certainement pu faire mieux que celle de cette saison, il y avait plus de qualité, logique. Maintenant, me dire que le RC Lens de l'année dernière n'avait rien à envier au Bayern, à l'Inter, finaliste de la Ligue des Champions, à l'AC Milan, demi-finaliste de Ligue des Champions. Amigo, calme-toi. Calme-toi, je suis désolé. Mais à part le PSG en France, les clubs de Ligue 1 sont à des années-lumière de ces clubs-là. Que ce soit en termes de niveau, en termes d'expérience, en termes de qualité de joueur, d'un point de vue individuel, on est absolument incomparable à ces clubs. Donc oui, je comprends ta frustration, mais vas-y mollo quand même. Unpopular opinion de Blanc du 94. Bellingham est largement le meilleur milieu du monde, et ce, même s'il ne mettait pas de but. Je trouve dommage qu'on ne parle que de ça, personne ne peut le concurrencer, il bat tout le monde dans tous les domaines. Au moins les choses sont très claires, hein. Tout le monde dans tous les domaines. Je suis pas d'accord. Oula. Non, je suis pas d'accord, parce que moi pour le coup j'ai vraiment du mal avec Jude Bellingham, j'ai toujours eu un petit souci avec lui, je lui reconnais de très grandes qualités, je reconnais que c'est un joueur très complet et qu'effectivement ce serait réducteur de ne parler de lui que pour ses buts, mais là, en ce début de saison, pour moi c'est la seule chose dans laquelle il excelle réellement. Il a une réussite absolument folle, il est toujours là au bon endroit, au bon moment, franchement c'est absolument incroyable ce qu'il nous fait. Son dernier doublé là encore dans le Classico, c'est complètement fou. Bah d'ailleurs sa prestation dans le Classico, je trouve qu'elle résume bien mon sentiment sur Jude Bellingham depuis le début de la saison. Oui, son rendement est absolument magnifique, mais son influence dans le jeu pour moi n'est pas du même niveau. Je suis désolé, mais que ce soit défensivement, bon en même temps il y en a 3 derrière qui font le sale boulot, donc forcément il n'a pas besoin d'en faire des caisses, mais même offensivement, je trouve qu'il n'a pas cette influence dans le jeu. Je trouve que pendant de très longues périodes dans un match, tu peux ne pas le voir. Bellingham, j'ai l'impression que c'est un renard du milieu de terrain. J'invente une expression, mais il me fait vraiment penser à ces numéros 9 d'il y a encore 20 ans, que tu pouvais ne pas voir du match et qui allait sortir de leur boîte une fois ou deux et qui allait te marquer un doublé. Bellingham c'est un peu pareil, sauf que lui il joue au milieu. Après attention, je suis pas en train de dire qu'il est nul, qu'il est limité, je pense qu'il a le potentiel pour faire beaucoup mieux et pour être influent dans d'autres aspects du jeu. Mais me dire qu'aujourd'hui Bellingham c'est déjà le milieu de terrain ultime, il sait tout faire, il défend, il passe, il crée, il marque, non je suis désolé, moi c'est pas ce que je vois aujourd'hui. Unpopular opinion de Lidit429. Pour moi, Thomas Müller est une plus grande légende que Zlatan Ibrahimovic. En termes de talent, c'est sûr, Zlatan est au-dessus, mais Müller a un plus grand palmarès et a toujours répondu présent dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions, contrairement à Zlatan. Tout est dit, j'ai rien à rajouter de plus, on peut même rajouter aussi les performances en sélection, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu injuste. Thomas Müller, lui, a joué dans une très grande sélection qui a été ultra dominante sur les 20 dernières années, alors que Zlatan n'a joué que pour la Suède, qui est au mieux un joli outsider. Mettons de côté les performances en sélection comme tu as pu le faire. Mais effectivement, en Ligue des Champions, là, il était à chances égales, et Zlatan n'a jamais eu l'importance d'un Thomas Müller en Ligue des Champions, et notamment dans les derniers tours d'une compétition comme celle-là. Effectivement, Zlatan a plus de talent, a plus de charisme, il est plus reconnaissable, il est plus bankable, voilà. Mais Thomas Müller est une plus grande légende que lui, oui, très clairement. Allez, on continue avec l'avis de Tsuki. Il faut arrêter de comparer Warren Zaïre-Emery à un Bellingham, un Gavi ou un Pedri. C'est un jeune très prometteur.
Franchement, il n'y a aucune incertitude par rapport à lui, mais il faut se calmer avec le surcotage et le clubisme. Dès qu'un jeune sort du centre de formation du PSG, les fans du club commencent à le mettre à des tables où il n'est pas. Les joueurs que j'ai cités ont déjà des matchs références et sont des joueurs confirmés. Warren Zaïre-Emery est jeune et il a le temps de progresser, mais vraiment faut savoir doser. Je te trouve un peu sévère. Alors oui, c'est vrai, Bellingham, Gavi et Pedri ont plus de références, ça fait déjà quelques années qu'il joue à très haut niveau. Zaïre-Emery, lui, c'est sa deuxième saison avec le PSG, il est extrêmement jeune, il a encore 17 ans. Maintenant, le comparer à des joueurs comme ceux que tu as cités, c'est pas non plus si choquant que ça, dans le sens où il est quand même comparé à des jeunes joueurs. C'est pas comme si on était déjà en train de le comparer à Pirlo ou à Xabi Alonso. On parle de Gavi et Bellingham. Après, oui, que les supporters parisiens s'excitent quand il y a un Titi qui sort et qui a enfin sa chance en plus au PSG, bah, je peux que le comprendre en fait. Ça fait tellement plaisir de voir un jeune de chez toi qui perce en équipe première et au PSG qui plus est, parce qu'il y a un tel vivier en Ile-de-France. Il y a tellement de joueurs passés par le centre de formation du PSG qui explosent ailleurs. T'en as même un qui t'a fait perdre une finale de Ligue des Champions. Bah forcément, quand t'en as un qui perce dans ton club, qui arrive à s'installer direct, qui arrive à faire la loi, bah ouais, forcément tu t'emballes. Moi je comprends tout à fait, et surtout qu'en plus Zaïre-Emery, mais il y a tellement de raisons de s'emballer. Franchement, il a un profil tellement rare, il joue avec une telle maturité sur le terrain pour son âge, il a un niveau de performance, franchement c'est fou. Pas mal, non? C'est français. Pour moi c'est un Mbappé du milieu de terrain, tu vois, c'est cette précocité, cette maturité, encore j'insiste, mais vraiment moi Zaïre-Emery, des fois je le vois jouer, j'ai l'impression qu'il a déjà 10 ans de carrière, c'est un truc de ouf. En plus il est super complet, que ce soit défensivement, offensivement, il se sort super bien dans les petits espaces quand il y a un pressing assez important, même si je pense qu'il peut encore faire mieux, évidemment. Il est aussi précoce que l'ont pu l'être des Gavi, l'ont pu l'être des Pedri ou des Bellingham comme tu les as cités. Après oui, effectivement, on peut pas les mettre sur un parfait plan d'égalité. Bon, si on peut même pas s'emballer un petit peu, quand même. Amigo, avant de passer au prochain avis, pense bien à mettre un petit pouce bleu si tu passes un bon moment, et surtout pense bien à t'abonner, toujours très très important pour le référencement et pour le bon développement de cette chaîne. On enchaîne avec l'avis de Vélociraptor ADN. Unpopular opinion, David Villa était un bien meilleur attaquant que Fernando Torres, qui n'avait pour lui qu'une belle gueule, un but contre l'Allemagne à l'Euro et un Villa justement qui enquille les buts pour lui donner un palmarès en sélection. C'est peut-être un petit peu dur de dire que David Villa a donné un palmarès à Fernando Torres, mais globalement je suis d'accord. Je pense que on n'en a pas assez fait avec David Villa, qui pour moi était vraiment une merveille d'attaquant. J'ai adoré ce buteur et je l'ai toujours trouvé beaucoup plus régulier que Fernando Torres. Alors, dire que Fernando Torres était juste une belle gueule et qu'à côté de ça, bon, c'est un attaquant lambda, je peux pas, parce que j'ai trop le souvenir en tête du Fernando Torres de Liverpool qui était une tornade, c'était absolument incroyable, vraiment, il ravageait tout. Et franchement à ce moment-là, pour moi, il était sur le point d'aller dans le duel avec Messi et Ronaldo, tellement qu'il était fort. Vraiment, c'était absolument incroyable. Mais ça n'a pas duré longtemps. Apparemment, mentalement, ça a craqué. Alors que David Villa, lui, vraiment, sa carrière, c'est comme ça tout le long, quoi. Hein. Ça fait que monter. Il a été de toutes les grandes conquêtes, que ce soit de l'Espagne, que ce soit du Barça. Mais il a toujours souffert d'un petit manque de visibilité. Je pense que c'est peut-être dû aussi au fait de son positionnement avec le Barça. Lui qui de base était arrivé pour jouer neuf pour remplacer Samuel Eto'o, et qui assez rapidement a dû être décalé sur le côté gauche parce que Messi voulait jouer neuf, en tout cas Guardiola voulait le faire jouer en neuf, et ça je pense que ça a un peu contribué à invisibiliser les performances de David Villa. Et puis c'est vrai que bon bah offensivement, quand t'es à côté de Messi c'est compliqué en fait, c'est très compliqué d'avoir la pleine reconnaissance quand t'as un astre à côté de toi qui joue chaque semaine forcément. Allez, on enquille avec l'avis de Visc 2296. Unpopular opinion. Le football actuel manque cruellement de stars, et notamment au poste d'attaquant. C'était beaucoup mieux avant, où chaque équipe avait une ou deux stars dans ses rangs. Ah, un bon petit mouvement boomer comme je les aime. J'adore. Faut pas me lancer sur ces sujets-là. Je suis d'accord en partie. Des stars, on en a toujours, et dans les très grands clubs, il y a toujours au moins une ou deux stars. Ça, pour moi, ça ne bouge absolument pas. Par rapport à une certaine époque, effectivement, on a l'impression qu'il y en a moins. En fait, je pense qu'il y a moins de personnalités marquantes.
il y a moins de gueule. Je sais que c'est un élément d'analyse qui en agace certains. J'ai déjà vu certains commentaires qui me le faisaient remarquer, que ça pouvait paraître peut-être un peu superficiel, mais pour moi ça ne l'est pas. On est en train de parler de la perception du grand public sur un joueur et sur le fait qu'on considère un joueur comme une star ou pas. La partie visuelle, c'est l'un des trucs les plus importants, mais combien de joueurs auraient eu une plus grande carrière s'ils avaient eu une meilleure gueule, s'ils avaient eu un meilleur flow. Alors évidemment, on pourra toujours me donner des contre-exemples, vous allez me dire ouais mais regarde Lionel Messi, il a le charisme d'une nuit et pourtant ça l'a pas empêché d'être adulé par des millions de gens et de gagner je ne sais combien de ballons d'or. Oui, certes, mais ça c'est l'exception, parce que là on parle de Lionel Messi, on parle de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, donc évidemment que tu passes au-dessus, le mec te fait tellement rêver sur le terrain que évidemment que tu t'en fous de son charisme. Je veux dire, rien que ce qui fait balle au pied, ça suffit en fait pour écrire sa légende. Mais ça n'empêche pas que globalement, aujourd'hui, je trouve qu'on a de moins en moins de joueurs iconiques et de grandes stars, de mecs qui te font rêver, de mecs à qui tu as envie de réellement t'identifier. Après, c'est peut-être parce que je suis un peu trop vieux, c'est possible aussi. Mais moi, c'est vraiment la sensation que j'ai aujourd'hui. Mais ça s'explique, hein, c'est pas un truc comme ça qui sort de mon cerveau, c'est logique. Je veux dire, avant, il y avait un petit peu plus de place à l'amateurisme. T'avais beaucoup de joueurs qui se révélaient plus tard, t'avais beaucoup plus de liberté qui était donnée aux joueurs. Aujourd'hui, la plupart des joueurs, ils rentrent dans des centres de formation à l'âge de 10 ans, ils sont ultra formatés pour ne penser que football. Ils ne connaissent rien de la vie, c'est pour ça que t'as autant de joueurs qui sont absolument déconnectés. Le football, il a changé. Et c'est aussi pour ça que tu as autant de joueurs qui ne semblent jamais se remettre en question. Je veux dire, on a combien de talents gâchés ces dernières années, de mecs qui, dès leurs 17-18 ans, on s'est dit putain mais quel talent absolument incroyable, et au final on n'en voit jamais la plénitude. Mais parce que ça c'est des mecs à qui on a répété depuis l'âge de 10 ans qui feraient carrière, qui deviendraient professionnels. Ils n'ont pas peur que ça s'arrête du jour au lendemain, ils se battent pas tous les jours pour ça. Je fais une généralité, certainement qu'il y a des joueurs qui sont dans ce cas-là, évidemment. Je parle au global, c'est une tendance que je fais. Donc ça pour moi c'est une première raison. Deuxième raison, je pense qu'aujourd'hui on en demande beaucoup aux attaquants. Il y a 20 ans, tu pouvais devenir une star en marquant uniquement des tapines, comme on dit aujourd'hui. Quand tu étais un énorme finisseur, que tu mettais 20-30 buts dans la saison façon Trezeguet, façon Inzaghi, personne venait te faire chier à te dire « Ah mais de toute façon, il apporte pas dans le jeu, il est pas si fort que ça. » Bon, peut-être pour Inzaghi, mauvais exemple pour le coup. Inzaghi, lui, mais bon, lui c'était quand même le crevard ultime. Et il y a un autre point, je pense qu'aujourd'hui, le niveau moyen est plus élevé. Ça va peut-être t'étonner par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais pour moi, le niveau moyen est plus élevé, dans le sens où, aujourd'hui, la tactique a tellement évolué, le physique des joueurs a tellement évolué, et même la connaissance du jeu, la technique a évolué, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de joueurs très nuls qu'il pouvait y en avoir il y a 20 ans. Pour moi, le niveau moyen est beaucoup plus élevé, donc c'est beaucoup plus dur, je pense, aujourd'hui, de faire la différence. Puis un dernier point, faut être tout à fait honnête, vu ton commentaire, je pense que tu as au moins 30 ans. Je pense que la nostalgie joue énormément dans notre perception du football actuel. Parce que d'une, le temps a fait son effet, donc forcément on a toujours une tendance à glorifier ce qui s'est passé avant, à ce qui aussi nous a marqué lorsqu'on était petit, quand on était ado, on avait des yeux, voilà, on était plus dans la magie que dans l'analyse, alors que quand tu commences à avoir 25, 30, 35, t'es beaucoup plus attentif parce que t'as un vécu, t'as un passé, t'en demandes beaucoup plus parce qu'une vie de supporter c'est souvent une vie de déception, donc t'en demandes toujours plus aussi aux joueurs que tu vois, aux joueurs de ton équipe. Puis un autre problème aussi, c'est qu'aujourd'hui on peut voir absolument tous les matchs. Il y a encore 20-30 ans, c'était compliqué de voir absolument tout, donc notre avis est beaucoup plus fourni sur les joueurs actuels. Donc au global, je pense qu'on est à peu près d'accord, mais j'aurais quand même tendance à nuancer un petit peu plus, et je pense que c'est même plus sain. Si on veut garder la passion, vaut mieux voir les choses comme ça et rester ouvert. Allez, plus que 2 unpopular opinions à vous présenter, dont celle de Foucault GRN. Unpopular opinion, le passage de Galtier au PSG n'est pas si cata que ça par rapport à ses capacités. Il n'avait pas les armes pour et il est tombé sur une équipe particulièrement mal construite. En plus de ne pas avoir été soutenu par ses dirigeants dans un tel contexte, je suis sûr que n'importe quel entraîneur n'aurait pas fait mieux la saison passée, même s'il a sa part de responsabilité. Alors écoute, je suis au global d'accord, mais évidemment, je vais casser les couilles. Elle nous casse les couilles là! Je vais évidemment chipoter sur certains points. Moi, Christophe Galtier, je le disais dès sa signature au PSG, ce n'était pas l'entraîneur qu'il fallait pour le contexte, à ce moment-là, du PSG. Chose que tu dis à peu près. Par contre, tu rajoutes que n'importe quel autre entraîneur aurait fait exactement la même chose et aurait eu exactement les mêmes difficultés. Et là, je ne suis pas d'accord. Il y a toujours un entraîneur
pour chaque contexte. Et dans le contexte de l'année dernière, il y avait un certain type d'entraîneur qui se dégageait. Et il était à l'opposé de celui de Christophe Galtier. Quand je fais ma vidéo pour annoncer un fiasco à l'arrivée de Galtier, c'est pas pour dire que Galtier est nul. Moi, j'ai toujours apprécié ses qualités de manager et de tacticien, plus ou moins. Pour moi, il n'était absolument pas fait pour ce rôle-là, dans le sens où il n'avait pas la crédibilité pour ce genre de contexte. Dans ce contexte-là, c'est-à-dire une équipe mal construite, tu as raison, dans une équipe où il y a énormément de stars, énormément d'ego à gérer, il te fallait un entraîneur avec énormément de crédibilité, énormément de charisme, avec un CV absolument irréfutable pour pouvoir inspirer le respect à tout le monde sans même avoir un mot à dire. Alors évidemment, ce genre de coach, ça se trouve pas au coin de la rue, on est bien d'accord. Et peut-être qu'ils en ont tenté d'autres. D'ailleurs, c'est même pas peut-être, c'est sûr, ils ont tenté Zidane. Donc ils avaient même, je dirais, parfaitement ciblé l'entraîneur qu'il fallait. Sauf que Zidane n'a pas voulu venir. Et ils se sont rabattus sur Christophe Galtier. Donc bon, c'était un plan B, peut-être même un plan C ou un plan D, on ne sait pas exactement. Donc oui, il a fait du mieux qu'il a pu, mais ce n'était pas l'entraîneur qu'il fallait au PSG à ce moment-là, c'est tout. Et la dernière, pour terminer, l'avis de Pépito Demimi, Messi et Ronaldo ont fait du mal au foot. Surdomination des stats individuelles, occultation des autres excellents joueurs et joueurisation de fans. Ah, le fameux joueurisme. C'est non. Très très intéressant comme point de vue, et je suis d'accord, c'est une réflexion que je me suis faite assez récemment d'ailleurs. Je pense que vraiment, Messi et Ronaldo ont totalement brisé notre vision du football. Ils ont mis les niveaux d'exigence à un degré absolument fou. Ils n'y peuvent rien, c'est pas de leur faute. Eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est gérer leur carrière et être le plus performant possible, et ils étaient nés avec un talent certainement un peu supérieur aux autres. On leur en veut pas, tant mieux, ils nous ont régalé. Mais c'est vrai que du coup, on a du mal à revenir un petit peu à la normale. Et ça revient un peu au débat qu'on a eu tout à l'heure. Peut-être aussi que si on a l'impression qu'il y a moins de stars aujourd'hui, c'est peut-être aussi que notre notion de star, nos standards pour dire que tel joueur est une star, sont devenus beaucoup trop élevés à cause de ces deux-là. Je veux dire, on parle de joueurs qui étaient capables de marquer entre 50 et 100 buts par saison à eux tout seuls. Ils avaient des stats que même certains clubs n'avaient pas. Faut se rendre compte de la dinguerie quand même. Alors moi, pour le coup, je pense que je m'en sors pas trop mal au niveau de la vision du foot, parce que j'ai connu un autre football, celui juste avant, où il y avait énormément de stars. Là, pour le coup, je pense que c'est plus compliqué pour ceux qui ont vraiment connu ce football-là dès le début de leur vie de fan de football. Forcément, tu te dis, ok, c'est ça en fait le foot. C'est ça les standards minimums. C'est ça à quoi je dois m'attendre. C'est ça que je peux réclamer à chaque match que je regarde quand j'allume ma télé. C'est un peu comme si pendant 10 ans, t'avais été nourri au saumon et que tout d'un coup, on te dit, bon bah vas-y, mange du poisson pané maintenant. Bah c'est bon le poisson pané, j'aime bien. Moi je veux du saumon. Bon, bah c'est sur cette conclusion incroyable qu'on va se laisser, amigo. J'espère que t'as kiffé la métaphore. Je pense que c'est la plus belle de cette chaîne. J'en suis très fier. C'est de la merde. Pense bien à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner avant de partir. Et si tu veux rester avec moi, n'hésite pas, je te propose cette vidéo. C'est l'avant-dernière qui vient de sortir. Petit react des meilleurs clashs en conférence de presse entre journalistes et joueurs ou entraîneurs. Franchement, t'as quelques moments assez savoureux. Et bien sûr, toujours de l'analyse. Et si tu l'as déjà vu, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.